Rencontre PCPS, l'Union, toujours introuvable. Valéry Giscard d'Estaing au SICOB, l'informatique, une industrie clé. Force ouvrière demain à Matignon, premier entretien entre Raymond Barre et les syndicats. Enfin, notre invité ce soir, Jean-François Poncet, ministre des Affaires étrangères. Messieurs, bonsoir. Drôle de retrouvailles. Voilà 1 an et demi que communistes et socialistes ne s'étaient revus. On pensait que la reprise des contacts entre les deux partis allait être l'occasion d'une manifestation d'union. Mais à lire l'Humanité de ce matin, qui ne soufflait mot de la rencontre, on se doutait déjà que les communistes souhaitaient en minimiser l'importance. De fait, les choses n'allaient pas très bien se passer entre le socialiste Pierre Bérégovoy et le communiste Charles Fitterman. Écoutons d'abord le premier d'entre eux, pour qui le PC a refusé le pacte de non-agression proposé par les socialistes. Nous pensons que l'émulation entre nos partis est souhaitable et que la compétition, puisque nous sommes différents, elle est de règle. L'une et l'autre doivent pouvoir s'exprimer sans qu'il y ait d'attaque préjudiciable aux intérêts des travailleurs que nous représentons. Nous avons donc proposé au Parti communiste français un pacte de non-agression, convaincu que le dialogue peut et doit se substituer à la polémique. Il s'agit là de la première proposition concrète faite au Parti communiste qu'il a refusée. Alors il faut quand même dire, Noël Copin, que Pierre Bérégovoy a toujours, lui, a qualifié l'échange de franc, de très cordial, mais qu'il y a visiblement problème. Oui, il est vrai que ce refus du pacte de non-agression est le côté le plus spectaculaire et le plus piquant de cette rencontre, qui, curieusement par ailleurs, est considérée par les socialistes comme une rencontre qui s'est déroulée dans un climat relativement détendu. Ce qui ressort, je crois, finalement, de plus important sur le plan politique, c'est que les deux partis confirment leur divergence sur l'essentiel, en tout cas sur les responsabilités de l'échec de 1978 et sur la position adoptée face aux grands problèmes qui se posent aujourd'hui. Autre aspect négatif de cette réunion, elle avait pour but l'action à la base. Le Parti socialiste propose des actions qui seraient organisées au niveau des sections locales ou des sections d'entreprise. Refus mitigé du Parti communiste, et cela se traduit par une phrase un peu neutre où il est question des convergences qui pourrait se manifester. Si vous voulez, on passe de l'impératif au conditionnel, et finalement le seul aspect vraiment positif se situe au niveau des conseils municipaux d'Union de la gauche, qui sont appelés, eux, à mobiliser l'opinion contre la hausse des impôts. Cela n'empêche pas le Parti socialiste, avec Pierre Bérégovoy, de noter qu'aujourd'hui il y a eu un pas modeste, mais un pas réel vers l'union. Alors un pas en avant, voyons ce qu'en pensent à leur tour les communistes. Nous avons posé la question au chef de leur délégation de ce matin, Charles Fitterman. C'est Patricia Charnelet qui a recueilli son opinion. C'est l'avenir qui permettra de dire si le Parti socialiste entend lui aussi prendre sa part du développement des luttes de classe. Vous me direz que si on se fie à ce qui se passe à Marseille depuis quelques jours, on pourrait ne pas être très optimiste, parce qu'au moment où nous luttons, Gaston Defferre, lui, dit que les manifestations, ça n'est pas une bonne chose, et que si on prend des coups, il faut s'y attendre. Évidemment, si on se fiait à un tel exemple, on pourrait ne pas être optimiste. Cela dit, moi, je ne veux pas préjuger de l'avenir. Il y a une volonté qui a été exprimée dans ce texte au terme de cette réunion. Eh bien, nous verrons comment le Parti socialiste va travailler, et nous souhaitons que l'union avance. Bien, Noël, à travers ces deux déclarations, on voit bien finalement quelles sont les deux stratégies que vont employer et communistes et socialistes. Oui, il se situe à des points de vue, à des niveaux, comme on dit, qui sont, je crois, très différents. Pour le Parti socialiste, la solution, d'ailleurs il le disait aujourd'hui, la solution est politique, c'est-à-dire que c'est l'alliance entre partis de gauche. Et pour le Parti communiste, avant d'arriver à une solution politique, il faut d'abord développer les luttes sociales. Et si on voulait résumer en deux phrases, en substance, on pourrait dire que chacun lance une sorte de défi à l'autre et le met au pied du mur. Le Parti communiste dit on verra bien dans cette affaire,
qui est pour la lutte des classes, et le Parti socialiste répond, on verra bien dans cette affaire qui est vraiment pour l'union. J'ajouterais, on verra bien aussi si cette partie de bras de fer, comme on disait, va durer encore longtemps à l'approche des élections présidentielles, auxquelles finalement tous les partis politiques commencent à penser beaucoup plus qu'ils ne le disent. Eh bien justement, restez avec nous Noël, car ceci vous intéressera. Il s'agit du résultat d'un sondage que publie le bimensuel L'Expansion dans la perspective déjà donc de 80 de l'élection présidentielle. Dans tous les cas de figure, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui serait réélu. Il obtiendrait 53% des voix face à François Mitterrand, 52% face à Michel Rocard, qui apparaît donc comme un meilleur candidat pour les socialistes, bien qu'au premier tour il fasse moins de voix que François Mitterrand. Enfin, troisième hypothèse, un duel Giscard-Marchais, là pas de problème pour l'actuel président, 64% des voix pour lui au second tour contre 36% à Georges Marchais. Le chef de l'État devait avoir ce sondage en poche en se rendant tout à l'heure au CICOB pour inaugurer le 30e salon de ce nom, salon de la modernité, a dit Valéry Giscard d'Estaing, et qui prouve la force de l'industrie française. On entend parfois dire, on entend souvent dire, que la France a une industrie faible et menacée. On cite volontiers les difficultés d'entreprise ou de secteur qui ne représentent cependant qu'une part réduite de l'activité industrielle de notre pays. La réalité est bien différente et il faut que les Français la connaissent. Notre industrie est active et entreprenante. Elle comprend des dirigeants, des cadres, des chercheurs, des travailleurs qui se comparent à ceux des meilleures industries mondiales. Notre industrie a su se placer dans les grands secteurs de technologie avancée qui détermineront pour l'avenir, c'est-à-dire pour demain et pour après-demain, l'emploi et le rythme de progrès des pays industriels. Je citerai l'industrie de l'aéronautique et de l'espace, l'industrie électronucléaire, les énergies nouvelles, les télécommunications, l'électronique professionnelle. L'inauguration du CICOB a une valeur de démonstration. Chacun peut constater à cette occasion les progrès réalisés par cette industrie clé qu'est l'informatique. Nous avons eu sous les yeux l'exemple de ce que l'industrie française est capable d'accomplir. Tous ceux qui doutent, tous ceux qui s'interrogent ont intérêt à connaître et à méditer cet exemple. Et le chef de l'État de rappeler que la France, avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de francs, occupait pour l'industrie informatique le 4e rang mondial. En matière sociale, maintenant, début demain des rencontres syndicats-gouvernement avec la visite d'André Bergeron chez Raymond Barre. André Bergeron, hier soir à Toulouse, avait annoncé que son syndicat Force ouvrière donc, avait gagné plus de 10% d'adhérents en un an. Mardi, ce sera le tour de la FEN à Matignon, la Fédération de l'Éducation nationale, et puis mercredi, celui de la CFDT. Ces trois centrales pourront peut-être dire au Premier ministre, entre autres choses, ce qu'elles pensent des réformes annoncées par le Président de la République en matière d'entreprise. Vous savez peut-être déjà qu'il s'agit de faciliter l'accession des salariés à la propriété du capital des entreprises dans lesquelles ils travaillent par le biais de distribution d'actions. Des expériences qui existent déjà de ci, de là. Par exemple à Baccarat, dans la fameuse cristallerie, depuis déjà 2 ans. À ceci près, et c'est important, c'est que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui se sont achetés leurs actions. Le reportage de Patricia Coste et Jacques Aubert. L'actionnariat Baccarat, ça a été une idée des cadres. Bon, pour l'ouvrier, qu'est-ce que c'était de ça? À part le livret de caisse d'épargne que nous avions étant jeunes ou bien étant mariés, et puis le compte chèque en banque, on a été obligé de prendre pour verser nos salaires dessus. Bon, la bourse, c'était un grand point d'interrogation. Bon, alors après avoir étudié tous les documents qu'on a pu nous fournir dans la période de réflexion, nous nous sommes rendus compte que les bilans, bon, étaient satisfaisants. Alors on a dit, entrons-y. C'est ainsi que dans l'une des plus anciennes verreries de France, autour de laquelle la ville s'est construite, où l'on est ouvrier de père en fils depuis des générations, où, malgré un four ultramoderne, certaines habitudes n'ont pas changé depuis le 19e siècle, il a été fait là-bas, dit-on, une révolution sociale, la mise en vente de 10 000 actions. Tout le monde a dit, bon, est-ce qu'ils ont besoin d'argent? C'est pas possible. Pour s'adresser aux ouvriers, c'est qu'ils ne pouvaient pas en avoir ailleurs. Et combien en ont pris finalement? 60% du personnel, environ.
La CGT, elle, ne veut pas entendre parler de collaboration, mais les autres vivent d'espoir. Bien sûr, c'est très intéressant au point de vue financier surtout. D'ailleurs, on regarde le journal tous les jours maintenant pour voir si les actions montent. Ça rapporte, ce n'est pas de l'argent perdu. L'actionnariat, c'est un système de placement d'argent, il faut pas le laisser traîner. Est-ce que maintenant vous vous sentez un peu propriétaire de l'entreprise? Bah, remarquez, l'entreprise étant très vieille, il y a un vieux travailleur qui me disait l'autre jour, mais elle est déjà à nous, parce que déjà son père y a travaillé, son grand-père aussi, ses enfants aussi, etc. Et maintenant? Bah maintenant, nous avons touché un petit bout de papier, et puis je crois qu'on sera motivé le jour où on touchera pour la première fois des dividendes. C'est là qu'on s'en rendra compte tout de suite. Et en cas de grève, vous allez perdre de l'argent? Bon, vous savez, les grèves ici, c'est pas souvent, hein. Puis pour mener à bien une grève, il faut qu'elle soit étudiée avant, ne se lance pas directement comme ça, sans où aller. L'action Baccarat, cotée à Nancy, ne fait que monter depuis cette opération, à cause en partie, dit-on, de la prise de participation ouvrière, interprétée à l'extérieur comme un signe de confiance pour l'entreprise. Bon espoir donc sur le plan financier, à ceci près que les actionnaires n'ont le droit de revendre leur action que 5 ans après l'achat. Mais déception quant aux améliorations dans l'organisation du travail que certains espéraient voir s'effectuer dès lors qu'ils n'étaient plus simples travailleurs, mais nouveaux actionnaires. Ça n'a pas changé pour le moment. Rien ne s'est amélioré. Les discussions sont toujours très stériles. Le personnel ne participe pas beaucoup à la vie de l'entreprise. Il subit un petit peu les décisions de la direction sans participer à ces décisions. Le personnel doit pouvoir, grâce à l'actionnariat, contrôler l'entreprise, être informé. Bah, peut-être par la suite, peut-être pas maintenant parce que c'est tout neuf. Oui. Mais après, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'évolution depuis. Ah non. Autre projet gouvernemental que je vous annonçais hier, celui du financement des partis politiques par l'État. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'est expliqué. Il a dit qu'il s'agissait de donner aux mouvements politiques, pour leur fonctionnement, des ressources régulières et publiques qui les mettent à l'abri des critiques et des pressions extérieures. Un projet contre lequel s'est élevé le président de la commission des lois à l'Assemblée, le RPR Jean Foyer, et à propos duquel le socialiste Laurent Fabius a émis des réserves parce que, dit-il, il exclut les petits partis et favorise la droite. À l'étranger maintenant, d'abord ces premières images de l'attentat de Jérusalem que nous apprenions hier en cours de journal. 1 mort et 54 blessés. Cet après-midi, une trentaine de personnes étaient encore hospitalisées. À Tel Aviv, on souligne qu'une fois encore, les Fedayeen ont frappé à la veille d'une grande fête religieuse. Première conséquence de l'attentat, suppression des permissions des policiers et des gardes frontières, et puis mobilisation des volontaires de la garde civile. La mort du général Svoboda en Tchécoslovaquie, il avait 94 ans, c'était l'ancien chef de l'État du pays au moment du printemps de Prague. En russe, Svoboda veut dire liberté. Le général Svoboda avait été écarté du pouvoir peu de temps après l'arrivée des troupes de Moscou. Les conséquences de la victoire in extremis des partis de droite et du centre en Suède, pour Maurice Werther, qui est là-bas sur place, c'est le prélude à une grande confusion et à des difficultés de gouvernement. Un siège seulement d'avance sur les partisans de Olof Palme. La confusion est à la mesure d'un scrutin indécis avec son rebondissement dérisoire. D'abord vainqueur par 2000 voix, les socialistes sont finalement battus par 8000, mais 2000 ou 8000 sur 5,5 millions de suffrages. Ça fait moins de 0,1%. Alors évidemment les socialistes sont déçus, mais leurs adversaires ne sont que modérément satisfaits. Au Parlement, ils n'auront qu'une voix de majorité. 175 contre 174. Ils ont commencé à en parler cet après-midi, mais ils ne sont pas encore tout à fait sûrs de réussir à constituer une coalition, libéraux, centristes et conservateurs, comme en 1976. Et le seul vrai vainqueur de ce scrutin, l'homme dont le parti a le plus progressé, passant de 15 à 20% des voix, le conservateur Gösta Bohman, passe pour trop conservateur pour gouverner la Suède. Alors, la Suède en crise politique, la Suède ingouvernable. Prochaine échéance, mars 80, référendum sur l'emploi de l'énergie nucléaire. Et moins de 4 jours après le scrutin, on commence déjà à parler de dissolution et d'élections anticipées. Et avec nous maintenant Jean-François Poncet, nous vous l'avions dit, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous partez dans 2 jours pour New York, pour la session des Nations Unies. C'est un lieu de paix par excellence, l'ONU. On a eu un peu peur pour la paix il y a 15 jours, 3 semaines, à propos de l'affaire de Cuba. Alors, face à ce qui ressemble bien à un déséquilibre Est-Ouest, est-ce qu'on a eu raison d'avoir peur et est-ce que vous-même, vous êtes confiant? Je ne crois pas qu'on puisse
dire que l'affaire de Cuba, à savoir l'indication qui est venue, l'information qu'il y avait une unité soviétique installée, établie à Cuba, modifie l'équilibre. Je crois qu'à vrai dire, l'équilibre stratégique Est-Ouest existe et qu'il n'est aucunement affecté par cette information. D'autant plus, je ne suis pas sûr qu'elle soit très nouvelle et qu'il faut sûrement replacer dans le contexte de la campagne préélectorale qui d'ores et déjà existe aux États-Unis. En revanche, il y a un déséquilibre militaire en faveur cette fois de l'URSS. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, justement. Je crois qu'il n'y a pas de déséquilibre, il y a en fait un équilibre, on va vers une sorte de parité, et les accords stratégiques conclus entre les États-Unis et l'Union soviétique et qui vont venir pour ratification devant le Sénat des États-Unis et devant le Congrès américain sont fondés sur l'idée de la parité, l'idée de l'équilibre. Je vous rappelle que le Conseil des ministres français s'est prononcé sur ce sujet et a indiqué que, à notre avis, la parité, l'équilibre, était maintenu et en fait consolidé par cet accord. Donc je crois qu'il faut partir de l'idée qu'il y a un équilibre et que pour le moment il n'est pas modifié. Mais il y a aussi équilibre politique. Et face à Brejnev, il y a Carter, et là, beaucoup de gens disent qu'il y a faiblesse de l'exécutif américain. Bien sûr, l'exécutif américain ne s'est probablement pas encore complètement remis des suites de la guerre du Vietnam, du Watergate. Il en reste des traces. Je ne crois pas qu'on puisse parler pour autant d'un déséquilibre. C'est pas une question d'homme. Écoutez, je ne crois pas, et je crois qu'aux États-Unis, ce qui compte, ce sont les institutions. Oui, monsieur le ministre, êtes-vous gêné par la faiblesse actuelle du président Carter? Êtes-vous gêné dans vos négociations par cette faiblesse? Je ne suis pas gêné parce que la France conduit une politique qui est la sienne. Elle n'a pas à être gênée par la faiblesse des uns et des autres. J'ajoute encore une fois que ce qui compte sur la longueur, ce sont les institutions. Et je crois qu'on se tromperait en pensant que les États-Unis sont en voie d'effacement, leur économie est dynamique, leur technologie est en progrès. Je ne crois pas qu'il faille, sur ce plan, rentrer dans ce qui est, dans une certaine mesure, un problème de politique intérieure américaine. Je vous rappelle que tous les 4 ans, les Américains vont voter pour des élections présidentielles et qu'il en résulte naturellement une atmosphère préélectorale qui donne au monde une image un peu déséquilibré de ce qu'est la réalité américaine. Même s'ils ont à leur tête aujourd'hui un monsieur 17%, je parle sondage. Je ne voudrais pas ici épiloguer sur les sondages. Je crois que nous verrons comment la vie politique américaine et la campagne se déroulent. Je crois qu'il ne faut pas surestimer ces faits sans pour autant négliger ce que je vous disais tout à l'heure de la situation politique américaine telle qu'elle est héritée des 5 ou 6 dernières années de l'histoire américaine. Monsieur le ministre, il semble qu'il y ait désormais dans la politique française un peu deux poids et deux mesures, à savoir que il y a quelques semaines vous interdisiez, enfin vous désirez interdire aux Springboks l'entrée en France, cette équipe sud-africaine, et parallèlement, quelques jours après, vous accueillez au ministère des Affaires étrangères monsieur Cubillos, qui est le ministre des Affaires étrangères chilien. Alors est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans la politique? Et on sait très bien que les droits de l'homme sont loin d'être respectés au Chili. Je ne crois pas. D'abord, les droits de l'homme, c'est un des aspects principaux de la politique étrangère de la France. Et à titre personnel, je considère que c'est un des objectifs auxquels mon action est attachée. Alors, comment se pose le problème? D'abord celui des Springboks. Les gens ont du mal à comprendre. Oui, je sais qu'ils ont du mal à comprendre, et permettez-moi de vous dire que je suis président du Conseil général d'un département du Sud-Ouest, que je suis moi-même amateur de rugby et que je comprends les regrets des amateurs de rugby. Quelques mises au point. D'abord, ça n'est pas contrairement à ce qu'on a dit sur la pression de quelques pays étrangers, on a mentionné l'Union soviétique, que la décision a été prise. Des Jeux de Moscou. Oui, alors on a parlé des Jeux Olympiques, on en a parlé sans connaissance de la situation, puisque la participation aux Jeux Olympiques n'est pas du tout prise par le pays qui les accueille,
mais par le Comité olympique international, où tous les pays sont représentés. Par conséquent, c'est une décision française. Pourquoi a-t-elle été prise? Parce que le système de discrimination raciale, l'apartheid, qui est inscrit au fronton des institutions de l'Afrique du Sud, est ressenti par les Africains, je dirais, au-delà, par le monde noir tout entier, comme une insulte, comme une humiliation. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème humain. Alors dans ces conditions, c'est un problème social. Pourquoi pénaliser les sportifs et pas le gouvernement sud-africain, par exemple, rompre vos relations avec Pretoria? Vous me dites pourquoi le sport, pourquoi mêler le sport à la politique? Alors permettez-moi d'abord de vous dire que c'est l'Afrique du Sud qui mêle le sport à la politique. Car l'apartheid s'applique à toutes les manifestations de la vie sociale, y compris le sport, y compris le rugby. Il est vrai que certaines améliorations sont en cours. Je m'en félicite. Et je ferai tout ce que je peux, naturellement, pour les accélérer, mais je crois qu'une certaine pression peut y contribuer. Alors, il faut bien voir aussi que le sport, avec 50 000 personnes au Parc des Princes, c'est une formidable fête. La fête de la solidarité, de la camaraderie humaine. Est-il imaginable que la discrimination raciale soit de la partie dans une fête de ce genre? C'est justement là qu'elle n'a pas sa place. Donc si je comprends bien, pas de visa. Vous allez refuser les visas. Les visas n'ont pas été demandés. Mais ils vont être refusés. Mais il est certain que s'ils sont demandés, ils ne seront pas accordés, ce qui ne signifie pas que pour l'avenir, si la discrimination raciale appliquée au sport devait évoluer de façon vraiment sensible, nous ne soyons pas amenés par la suite à réexaminer notre position. Vous ne m'avez pas répondu sur le Chili, monsieur le ministre. Mais un dernier mot, si vous le permettez, sur cette affaire. La France est, de toutes les puissances qui ont eu un empire colonial, la seule à laquelle on n'ait jamais fait le reproche de pratiquer la discrimination raciale. Alors, de grâce, faisons ce qu'il faut pour que maintenant que la page du colonialisme est tournée, nous ne jetions pas une ombre sur cette réputation qui est un des capitales de la France. Alors vous me parlez du Chili. Il n'y a pas d'apartheid, mais il y a un régime politique contestable. Mais en ce qui concerne le Chili, qu'est-ce que nous avons fait? Recevoir le ministre des Affaires étrangères du Chili. Je vous rappelle qu'il y a 8 jours, j'ai reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Les relations diplomatiques n'emportent pas approbation des régimes politiques. Sinon, permettez-moi de vous dire que dans les 150 pays du monde, il n'y en a guère que 15 ou 20 qui pratiquent la démocratie comme nous l'entendons. Nous n'aurions de relation avec aucun pays. Nous ne pourrions pas équilibrer notre balance des paiements. Par conséquent, nous avons une position tout à fait normale qui est d'entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec tous les pays et de ne pas mélanger sur ce point le jugement que nous portons sur les régimes et les relations que nous entretenons normalement et dans l'intérêt de la France avec ces pays. Parlons de la session de l'ONU. Vous emmenez avec vous 3 socialistes dans votre délégation, pas de communistes. Est-ce que les rapports avec l'opposition sont plus faciles qu'auparavant, vous qui aimez bien avoir une stature d'homme de centre-gauche en France? Écoutez, il est vrai que la délégation française comporte cette année 3 socialistes. C'est une pratique qui existe depuis 1974. Ce n'est pas parce que j'ai telle ou telle stature. J'ajoute que ça n'a rien à voir avec des préoccupations de politique intérieure, c'est le souci d'associer dans un forum mondial où se discutent devant le monde entier les grands problèmes de la planète, de faire en sorte que la France soit représentée, non pas seulement par son ministre ou par son gouvernement, mais par l'ensemble des familles politiques qui constituent notre pays. Et je crois que notre politique étrangère a tout à gagner à ce que dans ses grands principes, elle soit approuvée comme elle l'est par l'ensemble des Français. Je crois que c'est un de ses atouts, et j'ajoute que je crois que c'est une de ses dignités.
J'ai une toute dernière question à vous poser en matière de diplomatie générale. Je lisais tout à l'heure dans Le Monde le papier de votre ambassadeur à Bangui chez Bokassa, et on a l'impression que pour vous, un ambassadeur, c'est un haut fonctionnaire qui ne doit pas faire de vagues. Est-ce que c'est une bonne définition? Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Nos fonctionnaires, bien sûr, sont tenus à la discipline, comme tous les fonctionnaires, mais ils sont aussi tenus au courage. Et permettez-moi de vous le dire, ils savent respecter cette règle, dans tous les cas. Je vous remercie. Tremblement de terre en Italie, plus de 150 secousses ont provoqué cette nuit la panique dans tout le centre de l'Italie. 5 personnes ont déjà trouvé la mort. Ce chiffre pourrait en effet s'aggraver. Les routes, les liaisons téléphoniques, les habitations et les monuments historiques ont subi cette nuit de très importants dégâts. La terre continue d'ailleurs de trembler en ce moment, ce qui, vous pouvez l'imaginer, ne rassure pas les populations. Victor Raman est sur place, nous le retrouvons maintenant. Ici, dans ce petit village de Lombrie qui s'appelle San Marco di Norcia, le tremblement de terre a fait 3 morts. Un couple d'agriculteurs d'une quarantaine d'années et une personne âgée. Dans un autre village, à une vingtaine de kilomètres, on compte 2 morts. San Marco di Norcia a certainement le plus souffert du tremblement de terre de la nuit dernière en Italie. Ce petit village de 31 habitants compte donc 3 morts et une dizaine de blessés. La surprise a été totale, tout le monde était en train de dormir. Cette femme a été réveillée par une très forte secousse, mais aussi par les cris de ses petits-enfants qui se trouvaient dans la pièce à côté. Toute la famille est descendue dans la rue, tant bien que mal, en pyjama, au milieu des hurlements. La maison est presque complètement détruite. Oui, c'est la première fois que les secousses ont été aussi fortes. Les secousses ont été ressenties de l'Adriatique à la Méditerranée, en plein milieu de la botte italienne. Les maisons se sont écroulées en ombris dans la région de Pérouse, mais les grandes villes aussi ont tremblé. Rome en particulier, qui a connu la plus forte secousse de son histoire. J'étais à Rome cette nuit, c'est-à-dire à environ 160 km de ce village. Il était 23h50. Tout à coup, l'immeuble s'est mis à trembler. Cela a peut-être duré 2, peut-être 3 secondes, c'est extrêmement rapide. C'est en tout cas très impressionnant car sur le moment on ne comprend pas très bien ce qui se passe et puis la première réaction c'est évidemment d'abandonner son immeuble, son appartement et d'aller dans la rue pour éviter l'écroulement de la maison. C'est exactement ce qui s'est passé pour des centaines de milliers de Romains qui ont passé la nuit même dans la rue en ayant peur de rejoindre leur domicile. On a même vu des Romains prendre leur voiture et aller on ne sait pas où, en tout cas prenant la fuite le plus loin possible de la capitale. Rome a eu peur sans plus. Ici, dans la région de San Marco di Norcia, il y a maintenant 1 millier de sans-abri. C'est le tremblement de terre le plus important en Italie depuis celui du Frioul, il y a un peu plus de 3 ans. Heureusement, le désastre a été limité parce que l'épicentre se trouvait dans les montagnes. Les secours ont été très rapides et efficaces, mais décidément, une psychose du tremblement de terre pourrait bien commencer en Italie. Pierre Goldman est mort aujourd'hui à Paris, abattu en pleine rue par des inconnus. Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, un marginal et un révolté, mais aussi un malfaiteur condamné pour plusieurs hold-up, défraya les chroniques judiciaires lors de 2 procès en assises où il était accusé des meurtres de 2 pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir à Paris il y a 10 ans. Goldman était sorti de prison il y a 3 ans, il avait écrit 2 livres, titulaire de plusieurs diplômes universitaires, il collaborait depuis dans diverses revues. C'est près de son domicile vers 12h30 que ses agresseurs l'attendaient. Pierre Goldman habitait non loin de cette rue dans le 13e arrondissement. Vers 12h30, il remonte ce trottoir le long de l'hôpital de la Croix-Rouge. Sur la place des Peupliers, à l'heure du repas, les passants se croisent vite et font à peine attention aux 3 hommes qui courent et tirent plusieurs balles sur Pierre Goldman. Celui-ci s'effondre, tué sur le coup. J'ai vu 3 gars, il y en a un qui avait un grand revolver. Ils étaient jeunes? À peu près une vingtaine d'années. Oui. Ils couraient? Ils couraient. Oui. Et j'ai entendu 3 coups de feu. Oui. Moi, je continuais toujours de descendre rue de la Colonie. Et les mecs, ils sont ressortis, parce qu'après, je me suis arrêtée. Les mecs, ils sont ressortis de l'autre côté de la Croix-Rouge. Oui. Et il y a une voiture rouge qui les attendait. Avec quelqu'un à l'intérieur qui les attendait? Avec un gars à peu près une trentaine d'années. Pierre Goldman est mort, on emporte son corps dans un fourgon de police. L'homme était né de parents israélites, militants communistes, il y a 35 ans.
Étudiant, il s'engageait dans les luttes syndicales et politiques, mais déçu, choisissait après mai 1968 d'être gangster. Ce fut, selon ses mots, un parti calme et lucide. Il y a 10 ans, après plusieurs hold-up, il est arrêté et accusé des meurtres de 2 pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir. Il clamera toujours son innocence dans cette affaire, mais il faudra un 2e procès en assises pour que des jurés lui donnent raison. En prison, il écrit un livre très remarqué, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Très sensible à sa judaïcité, Pierre Goldman était éloigné des milieux d'extrême gauche. Il était libre depuis 3 ans. Quelques minutes après, avant même que soit connue l'identité de la victime, l'attentat était revendiqué par un groupe baptisé Honneur de la police, un groupe qui revendiqua déjà un attentat au mois de mai dernier contre le véhicule d'un responsable de la CGT. Les enquêteurs de la brigade criminelle n'excluent cependant pas un règlement de compte. Dans un communiqué, le syndicat général de la police ne peut croire que cet acte odieux ait pu être commis par des policiers. Et ce syndicat demande que tout soit mis en œuvre pour découvrir rapidement les assassins. Et le défenseur de Goldman, maître Kijman lui-même, ne croit pas à une pareille hypothèse. Je pense que nous l'entendrons dans notre dernier journal à 23h30. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Maison Lafitte. Voici son ordre d'arrivée qui devrait apparaître sur les écrans. L'As, le 7 et le 6, donc le 1, le 7 et le 6, une combinaison qui rapporte, vous le voyez dans l'ordre, et pour 5 francs, 13 732 francs 50, et dans un ordre différent, 1931 francs 50, toujours pour 5 francs. Et puis, comme chaque jeudi, Laurent Broumède est avec nous maintenant sur ce plateau pour, bien sûr, nous parler de la météo. Oui, l'automne revient dimanche et nous allons retrouver malheureusement un temps médiocre avec beaucoup de nuages sur le nord et un peu de soleil, du soleil quand même sur le sud. Comment allons-nous en arriver là? Eh bien demain, encore des Alpes à la Corse, un temps très nuageux, orageux avec des averses donc orageuses parfois violentes. Elles se décaleront vers l'ouest dans la journée et le soleil reviendra sur la région méditerranéenne avec à nouveau beaucoup de Mistral et de Tramontane. Sur tout le reste du pays, c'est de l'air venant du nord-ouest qui s'écoulera, de l'air froid, chute des thermomètres, des températures d'environ 4 degrés, air instable avec des éclaircies mais également de nombreux passages nuageux et des averses principalement au nord de la Loire. Samedi, eh bien, le temps s'améliorera un petit peu, toujours le même temps instable mais des averses principalement dans l'est du pays. En revanche, les éclaircies seront plus nombreuses de l'Atlantique aux Pyrénées, donc retour du soleil. Malheureusement, à partir de samedi après-midi, le temps redeviendra très nuageux dans le nord-ouest et gagnera progressivement sur le nord. On arrivera à cette situation donc avec beaucoup de nuages et quelques pluies dans le nord et du soleil dans le sud. Et dimanche, vous pouvez vous engager? C'est cette prévision globalement, on ne peut pas en être certain, mais globalement un temps meilleur sur le sud avec du soleil et un temps nuageux dans le nord. Bien, avant de refermer tout à fait ce journal, je voudrais vous signaler que Nantes, à l'instant, vient de battre Cliftonville. C'est une petite ville de la banlieue de Belfast. Nantes était en Irlande du Nord. Et Nantes a battu Cliftonville donc par 1-0 donc en Coupe des Coupes de football. Ce journal est maintenant tout à fait terminé. Paul Amar vous présentera la dernière édition d'Antenne 2 vers 23h30, je vous le disais. Et puis demain, à 12h45, Patrick Lecoq sera au rendez-vous pour Antenne 2 midi. Bonsoir à tous, à demain 20h si vous le voulez bien.